Bonjour, bonsoir. Bienvenue à l'analyse du Conseil des ministres par Inside News RDC. Nous nous réunissons ce vendredi 23 janvier 2026 pour disséquer la 75e réunion ordinaire de l'exécutif national, tenue à la Cité de l'Union africaine sous la direction de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Alors que notre pays navigue entre les sommets internationaux prestigieux et les tragédies silencieuses de l'intérieur, ce Conseil agit comme un miroir de nos contradictions nationales. La semaine s'achève sur un contraste saisissant. Pendant que le chef de l'État portait la voix de notre nation au Forum économique mondial de Davos en Suisse, le quotidien de nos familles reste marqué par l'insécurité persistante dans l'Est et une précarité sanitaire qui ne recule pas. Notre regard citoyen se porte aujourd'hui sur des dossiers qui engagent notre souveraineté et notre sécurité physique. Pourquoi, alors que le gouvernement vante notre statut de pays solution à Abu Dhabi, nos infrastructures de base en province sont-elles incapables d'accueillir une réunion de gouverneurs? Le menu de ce 23 janvier est dense. Nous allons analyser la diplomatie climatique aux Émirats arabes unis, la énième provocation de l'état de siège, les scandales financiers qui entourent l'indemnisation des victimes de guerre à Kisangani et une réforme technique des plaques d'immatriculation qui cache des enjeux fiscaux majeurs. La Première ministre Judith Suminwa et son équipe multiplient les annonces. Mais nous conservons une exigence: transformer ces lignes de compte-rendu en résultats palpables. La vigilance est notre seule arme pour garantir que les promesses de la Cité de l'Union africaine ne s'évaporent pas dès la fin de la séance. Entrons immédiatement dans le vif du sujet avec l'offensive diplomatique menée au Moyen-Orient. Le compte-rendu officiel précise que la Première ministre Judith Suminwa a séjourné aux Émirats arabes unis du 12 au 14 janvier 2026. Accompagnée du ministre d'État au Plan, elle a représenté le chef de l'État à la 17e édition de la Semaine du développement durable d'Abu Dhabi. Cette mission visait officiellement à positionner notre pays comme un acteur stratégique de la transition énergétique mondiale, avec une participation active au panel sur les infrastructures pour l'accès à l'énergie. Depuis des années, la RDC multiplie les déclarations sur son rôle de pays solution face au changement climatique. Nous avons vu défiler les promesses de financement vert et de partenariat énergétique. Mais le vécu de nos compatriotes reste marqué par une obscurité persistante. Ce positionnement international, bien que nécessaire, peine à se traduire par des mégawatts supplémentaires dans nos réseaux électriques nationaux, laissant un fossé entre le prestige diplomatique et la réalité énergétique de nos foyers. L'enjeu de cette mission réside dans la recherche de crédibilité auprès des investisseurs du Golfe. En s'affichant aux côtés des dirigeants de Madagascar et de la Namibie, le gouvernement tente de consolider un leadership africain sur les questions de durabilité. Il s'agit de transformer nos ressources naturelles en levier de négociation économique pour attirer des capitaux arabes vers des projets industriels locaux, loin des simples exportations de matières premières brutes. Sur le plan de la faisabilité, la Première ministre a demandé au ministre du Plan de proposer une synthèse pour tirer profit des opportunités du forum via des projets structurants. Toutefois, le compte-rendu ne mentionne aucun budget spécifique ni aucune ligne de crédit sécurisée pour ces projets. Sans une administration capable de transformer des intentions de forum en dossiers bancables, ces annonces risquent de gonfler la liste des protocoles d'accord, restés lettre morte par manque de suivi technique rigoureux. Pour nous, citoyens, l'impact se mesure à la signature de l'accord de partenariat économique global entre la RDC et les Émirats arabes unis. La Première ministre instruit le ministre du Commerce extérieur d'assurer le suivi pour une conclusion rapide. Si cet accord aboutit, il devrait favoriser des investissements directs. Mais pour l'heure, l'inauguration du nouveau siège de notre représentation diplomatique à Abu Dhabi reste la seule réalisation physique tangible de ce rapprochement bilatéral. Le gouvernement assure que ce partenariat sera mutuellement bénéfique. Mais quelles sont les clauses de protection pour nos industries naissantes face aux géants émiratis?
Le suivi de ce dossier par le ministère du Commerce extérieur sera-t-il plus efficace que les précédents accords de coopération restés sans exécution? Les faits démontrent que le déficit de coordination interministérielle constitue souvent le premier obstacle à la transformation des promesses internationales en infrastructures intérieures. Nous devons maintenir une vigilance citoyenne sur la concrétisation de ces échanges. La diplomatie climatique ne doit pas servir de paravent à une absence de stratégie énergétique nationale. Ce besoin de résultats concrets sur le sol congolais est d'autant plus pressant que les défis de gouvernance s'étendent à la gestion de nos territoires, comme le montre l'organisation de la prochaine rencontre des gouverneurs de province. Le gouvernement a examiné l'état d'avancement de la 13e session de la conférence des gouverneurs, prévue dans la province du Kwilu. Cet événement, dont la date a été décalée, nécessite une évaluation approfondie des préparatifs logistiques et sécuritaires. La réussite de ce sommet, qui doit accueillir l'itinérance du chef de l'État, repose sur la capacité de l'exécutif central à stabiliser les conditions de transport dans cette partie de notre pays. Le secteur des infrastructures aéroportuaires se trouve dans un état de délabrement préoccupant. À Bandundu comme à Kikwit, les pistes et les installations techniques ne répondent plus aux standards de sécurité requis pour une mobilité présidentielle sans faille. Cette situation paralyse non seulement l'action politique, mais entrave également le désenclavement économique d'une province stratégique pour l'approvisionnement de la capitale en produits agricoles. Le vice-premier ministre des Transports a reçu instruction, en collaboration avec les finances et les infrastructures, de finaliser sans délai la contractualisation pour la réhabilitation des aéroports du Kwilu. Cependant, le Conseil reste muet sur l'identité des entreprises sélectionnées et sur l'origine des fonds décaissés. Est-il réaliste de lancer des travaux de cette envergure à quelques semaines de l'événement, alors que les procédures de passation de marchés publics exigent normalement des mois de vérification? Cette urgence logistique pose la question de l'anticipation au sein de nos ministères. Pourquoi attendre l'annonce d'une itinérance présidentielle pour se soucier de l'état des aéroports provinciaux? La réussite de cette conférence dépendra de la sévérité des décaissements et de la qualité de la supervision technique sur le terrain. Pendant que l'administration tente de parer au plus pressé à l'ouest, les réalités brutales du front sécuritaire à l'est nous rappellent l'exigence de souveraineté. Les rapports des vice-premiers ministres de l'Intérieur et de la Défense confirme le retrait des troupes de la coalition RDF-AFC, Alliance Fleuve Congo, de la ville d'Uvira, au sud Kivu. Ce mouvement s'est accompagné de scènes de pillage systématique des biens de la population civile. Le retrait des forces ennemies permet aux unités des FARDC de reprendre leur position initiale pour assurer la défense ferme de cette zone frontalière stratégique. Ce retrait intervient dans un climat de tension extrême où l'occupant a tenté d'instrumentaliser les membres de la communauté Banyamulenge. Ces derniers ont été contraints par la force d'accompagner les troupes agresseuses lors de leur repli, sous le faux prétexte d'une stigmatisation sécuritaire. Ce récit de l'ennemi vise à fragiliser notre cohésion nationale en transformant une agression territoriale en conflit communautaire artificiel. L'enjeu majeur est l'activation immédiate des mécanismes de restauration de l'autorité de l'État. Un atelier national a été lancé le 22 décembre pour élaborer une feuille de route spécifique à Uvira. Pendant que le chef de l'État s'affichait au Forum économique de Davos pour vanter l'attractivité de notre pays, nos compatriotes d'Uvira comptaient leurs pertes matérielles après le passage des pilleurs, illustrant le décalage entre le prestige international et l'insécurité locale. La faisabilité de cette restauration repose sur le respect des engagements pris à Washington et à Doha. La feuille de route doit servir de guide pour stabiliser les autres zones occupées par les forces RDF M23. Toutefois, l'État dispose-t-il des moyens financiers pour déployer une administration civile et policière capable de résister aux futures incursions? Les conclusions de cet atelier ne doivent pas rester théoriques, mais déboucher sur une présence armée, disciplinée et pérenne. Pour nos concitoyens d'Uvira, l'impact immédiat est un soulagement teinté de méfiance. Le départ de l'ennemi
ne signifie pas encore le retour de la paix, si les milices résiduelles occupent le vide laissé par les troupes régulières. La population attend des mesures de protection concrètes et une aide d'urgence pour compenser les pillages subis lors du retrait de la coalition agresseuse. Comment garantir une police nationale professionnelle après la condamnation récente de 3 policiers pour apologie du vol à l'égard des populations? Le gouvernement affirme bâtir une force exemplaire, mais ces dérapages internes minent la confiance nécessaire à la restauration de l'autorité. Quelle justice militaire sera appliquée pour sanctionner les commandants qui échoueraient à protéger les civils dans ces zones libérées? Le Conseil évoque des instructions fermes, mais seule l'exécution des sanctions trouvera la volonté de changement. La vigilance sur l'application de la justice militaire est le seul rempart contre le chaos envisagé par l'ennemi. La discipline de nos troupes est le socle de notre souveraineté. Sans une rigueur absolue dans la chaîne de commandement, le retrait de l'agresseur ne sera qu'une parenthèse avant de nouvelles souffrances. Cette exigence de justice nous mène directement au scandale qui frappe les victimes de la Tshopo à Kisangani. Le ministre d'État à la Justice a dénoncé devant le Conseil l'effondrement éthique du FRIVAO, le fonds chargé d'indemniser les victimes des activités illicites de l'Ouganda. Une injonction a été transmise au procureur général près la Cour de cassation pour enquêter sur une mafia institutionnelle impliquant des réseaux d'extorsion et des détournements de fonds publics. Ce mécanisme de réparation, censé soulager les victimes de la guerre, est devenu le théâtre d'un pillage organisé. Le FRIVAO a été conçu pour gérer les fonds versés par l'Ouganda en réparation des préjudices subis par les populations de la Tshopo. Après une suspension du comité de coordination, la direction a été rétablie en décembre 2025 pour assurer le paiement des salaires et des charges administratives. Mais au lieu de servir les sinistrés, l'outil administratif s'est transformé en une structure de prédation budgétaire déconnectée de sa mission originelle. Le décryptage des faits révèle une fraude massive. L'effectif des victimes certifiées est passé de 3 000 à plus de 16 000 pour la seule ville de Kisangani. Cette inflation de 430% de la liste des bénéficiaires ne peut s'expliquer que par une manipulation criminelle des registres sous la pression de réseaux politiques locaux. L'argent du sang est ainsi détourné par des fausses victimes, au détriment de ceux qui ont réellement tout perdu. La faisabilité des réparations est aujourd'hui compromise par l'utilisation des fonds d'indemnisation pour couvrir le fonctionnement courant du fonds lui-même. Le ministre de la Justice tente des mesures correctives. Mais comment rétablir la transparence alors que la sécurité physique des mandataires est menacée sur place? Le blocage institutionnel actuel empêche toute distribution équitable tant que le nettoyage des listes n'est pas achevé par les autorités judiciaires. L'impact pour le citoyen est une trahison de la promesse nationale de réparation. Une victime authentique à Kisangani voit l'argent qui lui est dû s'évaporer dans les poches de fraudeurs protégés par des influences politiques. Cette situation génère une dégradation du climat social et une insécurité accrue pour le personnel du fonds chargé de mener les enquêtes, illustrant la déliquescence de la gouvernance dans ce secteur. Comment le contrôle interne a-t-il laissé les listes de victimes quadruplées sans déclencher d'alerte immédiate? Le gouvernement a-t-il les moyens de protéger ses enquêteurs face aux pressions politiques locales à Kisangani? Ces questions exigent des réponses judiciaires impitoyables. La crédibilité de notre État repose sur sa capacité à honorer sa dette envers les victimes sans laisser les prédateurs de l'administration s'enrichir sur leur dos. Le rétablissement de la vérité sur le dossier FRIVAO est une obligation morale. On ne peut bâtir une nation sur le détournement des réparations de guerre. Cette transparence est le socle sur lequel doivent se construire nos ambitions de développement, comme celles présentées dans les secteurs des infrastructures et du genre. Le ministre des Infrastructures a annoncé l'organisation de la première conférence nationale sur les infrastructures et les travaux publics du 28 au 30 janvier à Kinshasa. Près de 500 acteurs sont attendus pour définir une feuille de route opérationnelle pour la période 2026-2030. Parallèlement, le 26 janvier
marquera le lancement d'une enquête nationale sur l'intégration du genre au sein des ministères sectoriels via un questionnaire numérique destiné aux cadres dirigeants. Le volet infrastructure vise à transformer le ministère en architecte stratégique de la reconstruction durable. L'objectif est de rompre avec la gestion sporadique des chantiers pour adopter une planification basée sur l'innovation et les partenariats publics-privés. En ciblant les fonds verts, le gouvernement cherche à moderniser notre système de transport tout en renforçant les capacités humaines par des indicateurs de performance stricts. Concernant l'enquête sur le genre, l'exécutif cherche à obtenir un diagnostic national sur l'appropriation de cette approche dans l'appareil d'État. Ce n'est pas une simple collecte de données, mais un outil d'aide à la décision pour assurer que nos politiques publiques répondent équitablement aux besoins des familles. Cette démarche doit renforcer la cohérence de nos engagements internationaux en matière de développement durable. Ces initiatives sont essentielles pour professionnaliser l'action publique. Cependant, l'utilité de ces conférences et enquêtes dépendra de la mise en œuvre effective des recommandations produites. Sans une volonté politique de suivre la feuille de route 2026-2030, ces assises resteront des exercices de communication. Cette ambition de modernisation se heurte toutefois aux réalités sanitaires qui frappent nos provinces les plus fragiles. Le ministre de la Santé a exposé une situation épidémiologique inquiétante. Le choléra progresse avec une augmentation des cas suspects, passant de 1348 à 1638 en une semaine. Le taux de létalité de 5% est anormalement élevé, révélant les failles de notre système de riposte et les difficultés d'accès aux kits d'hygiène dans les zones rurales et urbaines surpeuplées. La situation à Kinshasa est particulièrement alarmante, avec 19 cas suspects et 2 décès enregistrés récemment. Le compte-rendu officiel souligne une absence de prise en charge adéquate dans les centres de traitement de la capitale pour certains malades actifs. Cette défaillance de l'État dans la fourniture de soins de base en pleine zone urbaine constitue une menace directe pour la sécurité sanitaire de nos concitoyens. À l'inverse, l'épidémie de Mpox montre des signes de recul encourageants. Le nombre de nouveaux cas a chuté de 261 à 133, témoignant de l'efficacité relative des campagnes de sensibilisation et de vaccination ciblées. Ce succès partiel montre que lorsque les moyens sont mobilisés et les actions coordonnées, notre système de santé peut obtenir des résultats probants. Pourquoi la riposte contre le choléra échoue-t-elle alors que le Mpox recule ? Le manque d'investissement dans les infrastructures d'eau potable et l'absence de prise en charge gratuite dans les centres de traitement de Kinshasa expliquent cette persistance. Sans une intervention d'urgence pour sécuriser l'approvisionnement en eau et renforcer les stocks de médicaments, nous resterons vulnérables à ces épidémies évitables. Ces urgences sociales appellent des réformes administratives pour mieux encadrer la vie de la nation. Le Conseil a adopté 2 réformes techniques majeures, une modification du Code judiciaire militaire et un décret sur les spécifications techniques des plaques d'immatriculation. Ces textes visent à adapter notre justice aux réalités du terrain et à moderniser la gestion fiscale de notre parc automobile. La réforme du Code judiciaire militaire introduit une flexibilité indispensable pour l'administration de la justice en période de conflit. Il est désormais permis de faire juger un prévenu par des juges de grade inférieur lorsqu'il est impossible de constituer un siège avec des magistrats plus gradés. Cette mesure assure la continuité du service judiciaire, notamment dans les zones sous état de siège, évitant que le manque d'officiers supérieurs ne paralyse la tenue des procès nécessaires à la discipline militaire. Le passage du code pays de CGO à COD aligne enfin la RDC sur les normes ISO internationales, mettant fin à la confusion historique avec le Congo-Brazzaville. Les nouvelles plaques seront fabriquées en plexiglas, un matériau plus résistant que l'aluminium, et intégreront un QR code, une carte rose électronique, ainsi que des éléments de traçabilité sécurisés. Ces innovations visent à combattre la fraude massive et la contrefaçon des titres de transport. Cette modernisation du système d'immatriculation prépare la mise en œuvre de la réglementation sur la vidéoverbalisation, adoptée en avril dernier.
Chaque plaque COD devient un outil de gouvernance technique permettant de sécuriser les recettes de l'État et de fluidifier le contrôle routier. Ces réformes législatives, bien qu'administratives, constituent les leviers nécessaires pour renforcer la transparence fiscale de notre pays. Voici notre synthèse de cette 75e réunion du Conseil des ministres qui témoigne de la dualité de notre gouvernance actuelle. Nous observons d'un côté des ambitions de modernisation technologique et des efforts de positionnement international à Abu Dhabi, et de l'autre, une réalité de terrain marquée par le pillage organisé au sein du Frivao et une insécurité persistante à Uvira. Le gouvernement Judith Suminwa affiche des intentions de réforme, mais la persistance d'une mafia institutionnelle à Kisangani démontre que le chemin vers une administration intègre est encore long. Les moyens financiers annoncés pour les aéroports du Kwilu ou pour la riposte contre les épidémies doivent impérativement sortir des communiqués pour devenir des réalités tangibles pour nos compatriotes. La crédibilité du pouvoir se joue dans sa capacité à protéger les fonds destinés aux victimes et à assurer la sécurité des foyers libérés de l'occupation. Notre pays ne peut se satisfaire de promesses internationales si l'administration intérieure reste un vecteur de détournement des ressources publiques. Inside News RDC continuera de disséquer ces décisions avec une rigueur absolue pour vous donner les clés de compréhension de notre vie publique. Notre rôle est de rappeler aux gouvernants que chaque décret signé engage l'avenir de millions de Congolais. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle analyse sans complaisance des décisions de l'exécutif. En attendant, je vous invite à consulter notre dossier spécial Inside News Review. Washington parle, Uvira tombe, décryptage de la nouvelle stratégie américaine. Cette enquête exclusive apporte un éclairage crucial sur les pressions diplomatiques qui pèsent sur notre souveraineté à l'Est. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ici Julia pour Inside News RDC.